Bonjour et bienvenue dans le concept orthoglobal. Je vous rassure tout de suite, je ne vais pas commencer à vous raconter platement mon histoire, surtout après un parcours aussi long. À plus de 70 ans, je n'ai pas de temps à perdre, en tout cas moins que vous, je pense. C'est pourquoi je serai précis, clair et cash d'entrée. Je suis ici en priorité pour les quelques consoeurs qui ont fait le choix difficile, surtout en France, de ne soigner que les tout petits. Parce qu'après 45 ans de carrière, je reste autant persuadé qu'à mes débuts que c'est vous, les pédodontistes, qui êtes le mieux placés pour dépister les malocclusions les plus sévères et assumer la première phase précoce d'orthodontie dès 3 ans, en tout cas avant 6 ans. Je parle évidemment en connaissance de cause puisqu'il y a plus de 45 ans, j'ai fait le même choix. Je pratiquais pendant une bonne dizaine d'années la pédodontie le matin et l'orthodontie l'après-midi pendant toute ma formation. Mais j'ai dû arrêter la pédodontie à cause des inepties du système français. Par 3 fois, entre 1985 et 1988, je suis passé devant le Conseil de l'Ordre, à Paris, pour essayer de les convaincre que la pédodontie et l'orthodontie devaient être jointes en une seule spécialité médicale. Mais peine perdue, j'ai finalement dû lâcher la pédodontie pour que ma qualification soit reconnue. Bref, pour être le plus court, le plus simple, mais aussi le plus juste possible, je paraphraserai cette citation de Jacques Talleyrand, parue en 2008, en disant qu'il m'aura fallu plus de 40 ans pour gravir la face nord de l'orthodontie, comme il l'explique lui-même dans cette phrase que je lis avec vous. Lorsque le discernement des orthodontistes les aura conduits à intégrer à leurs objectifs le traitement des différentes composantes des dysmorphies oronasales habituelles, alors ces techniciens seront passés thérapeutes. Ils auront gravi la face nord de leur discipline. Et plutôt que de vous parler de moi, je préfère vous citer les maîtres qui m'ont aidé dans cette ascension par leur exemple d'exigence scientifique et leur bienveillance amicale. Au tout début, dès le début, en 1978, il y eut Pierre Vion, dit Pierrot, avec qui nous commencions à travailler la biomécanique et surtout l'anatomie et les céphalomètries dans le train de nuit depuis Lyon pour aller au cours de DUO au CHU de Nantes. Nous arrivions à 5 heures du matin et nous allions encore discuter et travailler au bistrot en attendant l'ouverture du service. Et puis au retour, nous avions 5 heures de débriefing dans le train qui nous ramenait à Lyon. C'est lui, Pierrot, qui me disait encore en 2018 « Qui veux-tu qui t'écoute? Tu as trop d'idées et tu déranges trop de monde. » J'espère quand même qu'il s'est trompé un peu et qu'il y a encore quelqu'un qui écoute. Alors bien sûr, j'ai suivi toute l'équipe de la glorieuse époque du CHU de Nantes, avec Jacques Talleyrand, que j'ai déjà cité, mais il y avait surtout le professeur Delair avec son analyse architecturale. Et c'est lui, avec ses petits yeux malicieux, qui m'a aiguillé vers l'ostéopathie dès le congrès de la SFODF en 1981, à la Maison de la Chimie à Paris, lorsqu'il m'a montré la petite table où Charles Knapp, le célèbre ostéopathe de Pithiviers, qui nous ouvrait la porte de la Saint-Condros phéno-occipitale. En même temps, pendant ces années 80, très intenses, il y eut tout l'apport de ma formation à la philosophie bioprogressive, Ricketts, grâce à Carl Gugino, avec qui j'ai gravi tous les échelons, et pendant que je m'affiliais à la SBR pour finir plus tard président du bureau régional Rhône-Alpes avec Florence Bazin. Mais ça ne me suffisait pas, je voulais chercher plus loin du côté de la mise en place précoce de l'occlusion et de la mastication. Alors c'est pourquoi j'ai suivi les cours de Namani, puis je me suis inscrit au CNO plusieurs années, et c'est là que j'ai pu rencontrer Marcel Gaspard, dont les travaux de 1980 sont toujours d'actualité et une pièce maîtresse dans mes cours ou mes communications. Il y a aussi Rudolf Slaviček, le pape de l'occluso, ici avec Jean-Daniel Hortliff de Marseille, et puis il y a aussi Pedro Planas, chez qui nous sommes allés en stage à Barcelone avec Jacqueline Kolff, son mari, etc., pendant une semaine, dans les années 80 toujours, et j'ai suivi ensuite Jacqueline Kolff dans la société Planas pendant plusieurs années, jusqu'en 2000. Mais plus j'avançais, plus je ressentais le déficit de la balance du côté médical et précoce. C'est pourquoi en 2000, avec Marie-Jo et Philippe Dehaye, dans leurs ateliers sur la biodynamique basique crânienne, le coup de foudre fut immédiat. Et je voyais bien déjà que le moyen d'aller plus loin passait par la pratique exclusive des bilans et des traitements avant 6 ans, comme Marie-Jo l'avait fait, et il faut souligner que c'est la seule en France qui a fait ça d'ailleurs. Parce qu'il faut le dire quand même, depuis le congrès de Chicago où j'étais en juillet 1984, et où toutes les grosses têtes de l'orthodontie mondiale déclaraient que dès 3 ans, il est possible de faire un premier bilan,
À part le travail de Marie-Jo, il n'y avait aucun progrès, aucune recherche en France sur les traitements très précoces avant 6 ans. Au contraire, tout était figé, j'en ai déjà donné un exemple avec le refus de reconnaître la pédodontie, et pourtant les études et lectures des travaux de plus en plus nombreux en neurosciences montraient bien qu'il fallait aller chercher beaucoup plus en amont les étiologies multiples des malocclusions. Alors en 2010, à 60 ans, j'ai pris la décision très risquée de tout laisser tomber en France pour venir ici en Suisse, où le sujet n'est d'ailleurs pas plus avancé qu'en France. Mais on peut quand même ne soigner que des petits, entre 3 et 7 ans, sans risquer de faire faillite. Là, j'ai pu sauter sur l'occasion, sur l'opportunité de rentrer dans l'étude du bilan sensorimoteur précoce de Bullinger pendant 18 mois en 2014 à l'Université de médecine de Lausanne. Et c'est surtout ça, 30 ans plus tard, qui m'a permis de répondre aux questions posées depuis 1984 à Chicago, comment faire un premier bilan et un premier traitement avant 3 ans. Et puis j'ai eu la chance, surtout depuis 2015, de pouvoir présenter mes travaux de recherche plusieurs années de suite au Collège international de morphologie faciale, qui était pour moi et qui reste pour moi l'Olympe de la profession, puisqu'il rassemble depuis plus de 60 ans chercheurs et enseignants de 6 pays d'Europe. Là, enfin, j'ai trouvé la validation chez mes pairs quand ils m'ont accepté comme membre en 2019. Et là aussi, j'ai rencontré d'autres modèles de chercheurs passionnés, passionnants et infatigables, comme Roland Benoît et ses travaux sur les déterminants génétiques, visualisés dans son analyse téléradiographique. Et cette année encore, celle de ses 94 ans quand même, nous avons toujours énormément de plaisir à échanger sur les limites entre génétique et épigénétique. Voilà, c'est grâce au soutien amical de tous ces exemples d'exigence et de curiosité scientifique que je poursuis encore ma pratique et mon travail de recherche en orthodontie pédiatrique, commencé en 2014 avec aujourd'hui plus de 200 cas de moins de 7 ans. Et c'est tout ceci qui me permet maintenant de proposer une formation et un monitoring pour accompagner dans leur premier cas d'orthodontie pédiatrique, entre 3 et 5 ans, les jeunes pionnières ou futures chercheuses ou enseignantes dont je parlais au début. Alors, pour les plus courageux, je devrais dire plutôt les plus courageuses, bienvenue dans le concept orthoglobal, autour du nouveau schéma synthétique et systémique, circulaire, pour comprendre comment se cumulent les 10 synchronisations précoces sensorimotrices favorisant les malocclusions orofaciales. Ce nouveau schéma qui permettra peut-être, grâce à vous, de redonner ses lettres de noblesse à l'orthopédie dentofaciale. En tout cas, de changer peut-être les vieux paradigmes de l'orthodontie. Merci de votre écoute et à bientôt.